Salut Owen. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Tacotax pour cette interview et pour participer à notre newsletter mensuelle qui va traiter des cryptos, des sujets crypto et de la blockchain. Donc voilà, le but, c'est de proposer un contenu qui va un peu donner des clés de compréhension sur des termes qu'on a beaucoup entendus cette année, à savoir métaverse, par exemple, NFT ou encore finance décentralisée. Donc on essaie de répondre au mieux à nos lecteurs pour les éduquer, leur donner des infos sur ce sujet. Et on trouvait ça super intéressant de pouvoir avoir ton avis, toi qui fais partie un petit peu des pionniers de cet écosystème en France. Écoute, je vais te donner la parole, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, je m'appelle Owen Simonin, je suis un entrepreneur, on a différentes entreprises dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, mais je réalise également des vidéos sur YouTube sous le pseudonyme Asher, dans lequel j'essaye toujours de vulgariser au plus simple et au plus direct cette technologie qui peut paraître assez complexe pour les débutants, parce que c'est un nouveau glossaire, c'est un nouveau vocabulaire, et naturellement, ça peut paraître très très compliqué, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de parallèles avec ce qu'on connaît déjà qu'on peut faire, et ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui est en train de se passer dans le monde des cryptos et de la blockchain. Ok, ça marche. Écoute, je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc la newsletter, pour ceux qui la liront, évidemment, fait un peu le tour de ces notions. Et maintenant, le but, qu'on aille un petit peu plus dans le sujet. Juste avant ça, donc je rappelle que, évidemment, notre discussion qu'on va avoir aujourd'hui n'a pas pour but de donner des conseils en investissement réellement sur les crypto-monnaies. C'est plus d'informer nos auditeurs, la communauté Tacotax, sur toutes ces nouvelles notions autour des crypto-actifs, on les appelle. Donc voilà, on ne lit pas l'avenir dans une boule de cristal, ni moi. Et donc tout ce qu'on pourra dire là-dessus n'est pas une recommandation de stratégie d'investissement. Libre à chacun de se Le faire ses... fameux disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Exactement. Chacun doit et peut faire ses propres recherches et prendre ses propres décisions financières en fonction. Donc, j'avais une première question pour toi. En fait, une de nos missions chez Tacotax, c'est vraiment de pouvoir expliquer le plus simplement, je mets des guillemets, le plus simplement possible le fonctionnement de l'investissement, de la fiscalité, du rapport entre les deux aux épargnants. Et donc là, on commence évidemment, nous aussi, à s'intéresser à tout ce qui est blockchain, finance décentralisée, ces technologies-là. À quel point aujourd'hui, est-ce que toi, tu pourrais simplifier l'explication de, pardon, qu'est-ce que c'est la blockchain pour toi? Alors, c'est naturellement compliqué, tout comme si on me demandait d'expliquer Internet simplement. En fait, on peut tellement Ouais. tout et rien faire avec que c'est très, très compliqué de le simplifier absolument. Enfin, le simplifier énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est les notions qu'il y a derrière et qui sont nouvelles. La première notion, c'est la notion de décentralisation. C'est-à-dire que dans un système où on a réussi à positionner une blockchain qui fonctionne et qui rend des services, ce sont des particuliers qui vont pouvoir communiquer entre eux, échanger de la valeur et échanger du coup des informations sans passer par une entreprise ou par une banque en fait, si tu veux. On va imaginer un peu comme Uber, mais il n'y a même pas Uber au milieu. C'est carrément un algorithme qui va connecter des gens qui peuvent te transporter d'un point A à un point B à des gens qui ont besoin d'être transportés d'un point A à un point B. Donc c'est vraiment ça. C'est une notion qui est la notion de pair à pair, de particulier à particulier, qui permet grâce à un algorithme qui lui, Mmh. l'algorithme ne va pas te juger ni sur ta couleur de peau, ni sur ta religion, ni sur ton sexe, ni pas de discrimination. C'est un algorithme. Lui, il va juste regarder qui a un besoin, qui est capable de le satisfaire et selon certaines règles mathématiques, mettre ces gens en relation et leur permettre de transactionner, entre guillemets. Parce que transaction, enfin, si je t'envoie un SMS, c'est une transaction. Tu vois, on a envoyé quelque chose. Ouais, bien Et sûr. c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça déjà qui donne beaucoup de visibilité. Tu vois, ça a beaucoup plus que si je t'avais donné un seul exemple précis. C'est vraiment le côté peer-to-peer, pair à pair, décentralisé. La deuxième chose, c'est le fait que ce soit immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui peut prendre le contrôle de tout ce système. Donc, on va définir des règles ensemble sur qu'est-ce que permet de faire l'algorithme, quelles sont ses limites. Et ensuite, on va tous indirectement venir participer, sécuriser ce réseau. Il y a un système de rémunération aussi pour que tout le monde soit indexé à ce que des particuliers comme toi et moi sécurisent et permettent de faire vivre une blockchain
pour que d'autres particuliers comme toi et moi puissent transactionner. Donc, c'est vraiment un écosystème qui a été basé sur le fait qu'il y ait ce fameux, on va dire, cette volonté personnelle d'intégrer un système et de rendre ces différents services. Et après, avec un service comme celui-là, ben, c'est très large. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure d'un Uber, mais sur le même modèle, tu peux faire un Airbnb. Sur le même modèle, tu peux faire un système de paiement, de finance, etc. etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ben, c'est des produits financiers accessibles à tous, partout sur le globe. Il suffit d'avoir Internet et un device ou un téléphone quelconque. Et peu importe là où tu es, peu importe là d'où tu viens, ça va te donner les mêmes droits, les mêmes outils financiers que le reste du monde. C'est ça qui est un outil assez fou. Et ça, c'était évidemment un seul exemple. Par exemple, on peut prendre un autre exemple qui est celui des NFT. Comme c'est écrit sur la blockchain et que la blockchain est immuable, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas modifier ce fameux registre comme on veut. Eh bien, si on quelque chose de numérique qui est lié à la blockchain, bien qu'il soit numérique, il peut être totalement unique. On connaît des choses qui sont uniques autour de nous. On a des objets, on sait qu'ils sont totalement uniques. On les a entre nos mains. Il n'y en a pas deux exactement pareils, ou du moins pas celui qu'on a entre les mains. Eh bien, c'est pareil avec la blockchain. On peut avoir quelque chose de numérique qui est pourtant unique. On sait de par son numéro et son ID que nous transmet la blockchain que c'est bien. Enfin, si on avait Mona Lisa sur la blockchain, on pourrait simplement, en la regardant dans la blockchain, savoir si c'est la vraie ou savoir s'il y a 25 éditions, quoi. Ok, très clair. Ce ne sont que des petits exemples de tout ce qu'on peut faire avec la blockchain. C'est ça qui est dur, tu vois. Tu me demandes de parler d'Internet. Je vais te parler de Spotify, de YouTube, d'Amazon pour essayer de te donner quelques exemples. Mais je ne peux pas très simplement couvrir tout ça. Ok, donc, et si tu devais un petit peu imaginer les prochaines grosses révolutions grâce à tout ça, on va peut-être prendre l'exemple de la finance. Qu'est-ce que ce serait en fait cette nouvelle révolution numérique? On entend parfois parler de Web 3.0. Qu'est-ce que ça pourrait donner en fait dans les années à venir de vraiment concret dans le monde qu'on connaît nous actuellement? Alors, on est dans une zone de défrichage. On essaye un petit peu tout, des trucs très utiles et des trucs totalement pourris qui servent à rien, juste pour garder le meilleur. Hein. C'est de l'incrémentation empirique, hein, c'est le darwinisme. On va creuser, on va essayer, on va tester, comme on a fait avec Internet d'ailleurs, le financement abusif de la bulle Internet, l'explosion, enfin bref. C'est ce qui fait qu'on finit par garder les meilleures solutions. Donc, c'est très très dur de dire aujourd'hui ce qu'il va y avoir, mais il y a des tendances qui se dessinent déjà. Déjà, d'un point de vue technologique, on va avoir ces fameux NFT et on va avoir dans le monde virtuel, que ce soit le métavers, que ce soit les NFT, on va commencer à avoir de la rareté numérique. Pas simplement le fait que ça ait une valeur, la valorisation, ça arrivait. Hein. On connaît des gens qui payent 10 € pour avoir un skin dans Fortnite, donc quelque chose de numérique qui a de la valeur, ça existait déjà. Mais quelque chose de rare qui est numérique, ça n'existait pas encore. Ça, c'est ce que vont apporter les NFT. Et donc le côté artistique, et donc plein de choses qui, d'un point de vue numérique, vont avoir une grosse valeur. D'un autre côté, on va avoir également un changement des modes de financement, car on va pouvoir s'adresser directement à la communauté. Grâce à la blockchain, on peut faire des levées de fonds communautaires, on peut récupérer de la valeur d'une communauté pour lancer un produit. De l'autre côté, on va avoir tout plein de systèmes financiers. Hein. On connaissait déjà des dérives du monde de la finance. Le seul gros problème, c'est qu'on ne connaissait pas d'intermédiaire. En fait, on ne connaissait pas d'alternative, pardon. C'est bien beau d'identifier un problème, mais si tu ne connais pas mieux comme solution, tu continues à rester sur ce modèle-là. Il va y avoir tout plein de systèmes de prêts, d'emprunts, d'assurance, de liquidity providing, tout plein de systèmes qui font qu'on va pouvoir investir dans une finance décentralisée et permettre à tout le monde d'accéder à certains produits qui étaient réservés à certains pays, certains gouvernements et certaines règles finalement. Ça, c'est la finance décentralisée qui va l'apporter. À côté de ça, on va voir du coup comme une création d'un micro-écosystème. Avant, on avait 4-5 grosses monnaies qui étaient utilisées partout. Maintenant, chaque projet peut lancer sa monnaie, sa crypto, commencer à lancer une notion de valeur pour interagir avec sa communauté. On va en avoir de plus en plus. Et évidemment, une grande partie qui sont inutiles au départ, qui sont que là pour défricher ou pour essayer de capter de la valeur, mais d'autres avec des vrais fondements, comme le Bitcoin, qui essaye d'apporter un message plus gros et plus large que ça. Je pense que ce sont les grosses révolutions qui sont en train d'arriver. On ne va pas remplacer certaines choses qui existent, on va nuancer des modèles. Beaucoup de gens pensent que la décentralisation va tuer la centralisation, d'autres pensent que c'est dans l'autre sens. Moi, je pense qu'en réalité, on va créer des modèles hybrides. Les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Le plus important, c'est de se créer des choix à des endroits où on avait des problématiques et là où on n'avait pas ces choix. Pour éviter que certaines personnes se retrouvent dans des situations complètement bloquées, sans aucune inclusion financière, sans aucune interaction avec le reste du monde. Il faut donner des outils et c'est un petit peu ça. Le Web3, c'est encore un peu plus loin, c'est encore plus complexe.
mais enfin, c'est encore plus complexe, non, mais c'est une notion actuellement, le Web3, on peut qu'en donner une interprétation individuelle, mais globalement, on va vers un monde qui est plus. Enfin, on a été dans une phase, et c'est le Web 1, où tout le monde allait consulter Internet. Il y avait très peu de gens qui l'incrémentaient, qui proposaient du contenu. Il y avait une deuxième phase où tout le monde pouvait proposer du contenu, tout le monde pouvait le lire. Donc non seulement on ne sait plus ce qui était sérieux, ce qui n'était pas sérieux, et en plus de ça, quand on incrémente et qu'on apporte quelque chose, on laisse de la data, des informations personnelles et tout. Et donc là, Internet est devenu beaucoup plus riche, mais ça a été capté par quelques entreprises qui ont abusé de ces données, de ces droits, etc. Là, on arrive dans un Web 3, où tout le monde, un Web 3.0 du coup, où tout le monde pourrait interagir avec Internet, produire, d'accord, et où on va pouvoir malgré tout maîtriser ce que l'on met sur Internet, les informations que l'on donne, ses données et son interaction. Donc un web beaucoup plus décentralisé, où chacun peut contrôler ce qu'il publie, ce qu'il donne comme image de lui, ce qu'il donne comme contenu, et c'est l'objectif de ce Web3 dans l'ensemble en fait. Ok, je vois. Donc effectivement, il y a pas mal de notions un petit peu à maîtriser, de concepts à comprendre. Donc toi, évidemment, ça fait déjà, si je dis pas de bêtises, presque 10 ans que ça t'intéresse, ou en tout cas que tu as déjà mis un pied dedans. Le monde de l'entreprise, presque 10 ans, c'est vrai, Mhm. mais en 2011, je n'étais pas dans la blockchain et les cryptos. C'était plutôt vers 2015 que j'ai commencé à m'y intéresser. J'aimerais avoir 10 ans dans la blockchain, mais pas du tout. Il y a 10 ans, j'avais 14 ans d'ailleurs. Ah oui, Eh oui, oui. c'est vrai. Ok. Mais donc, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont encore pas du tout éduquées à l'utilité de tout ça et à comment ça fonctionne. D'ailleurs, je pense que le pourcentage de personnes qui investissent ou qui possèdent soit de la crypto directement, soit qui ont mis des euros dans des projets crypto, c'est très faible. Ça doit être de l'ordre de peut-être 5%. Ouais, 5 à 7% selon les études. Après, ça reste exponentiel. C'est-à-dire que même si on se rend compte que c'est très faible, quand on dézoome sur la courbe et qu'on voit comment l'adoption est en train de se faire, bon, déjà, 7, il y en a plus qui diraient que là, il y a peut-être 70% des gens qui ont déjà entendu parler de Bitcoin, où le mot leur parle. Ouais. On était peut-être à 5 ou 6% il y a 1 an ou ouais, 2 ça, ans. c'est fou. Donc, ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que bien qu'on soit au début, on a bien vu l'angle de la courbe et on sait à quelle vitesse ça va, quoi. C'est vraiment une question de mois, peut-être d'années, avant que ce soit devenu évident et qu'on l'ait dans la poche, comme Internet, sans même savoir comment ça marche, quoi. C'est sûr. Ça tend à se normaliser, bien sûr. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans un stade où on a beaucoup de, et pour le coup, j'en fais un peu partie, beaucoup de curieux potentiels investisseurs. Mais je vais encore prendre mon exemple et ceux d'amis avec qui j'en parlais. On se sent très rapidement, quand on commence à s'y intéresser, un peu noyé dans des masses d'informations. Je vais, par exemple, sur Twitter, quand tu commences à suivre un petit peu des comptes qui parlent de crypto, que ce soit de l'actu, des investisseurs juste privés qui expliquent ce qu'ils font, on a une tonne d'informations. On entend parler de 3 nouvelles cryptos toutes les heures presque. Enfin, c'est très rapidement, on est un peu noyé. Par où est-ce que, si tu devais tout recommencer aujourd'hui, si tu étais un débutant, qu'est-ce que tu conseillerais de commencer par faire pour apprendre, je dirais, les bases? Étudier Bitcoin. Comment ça marche, à quel service il répond, quelles sont les valeurs qu'il porte, parce que c'est la meilleure porte d'entrée. Peut-être pas, et je dois le reconnaître, la plus simple de toutes. C'est vrai, c'est beaucoup plus simple d'aller lire un truc sur le Shiba ou sur un crypto-monnaie avec une tête de chien, parce que c'est des monnaies créées pour ceux qui n'ont pas envie de réfléchir. Donc, naturellement, le parcours utilisateur est plus cool. Ouais. Sauf qu'en 2015, il n'y avait rien. Il y avait du contenu anglais, très peu de choses en français. C'était très compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos sur YouTube, plein de médias, Cryptost, on a Coin Academy, on a Journal du Coin qui fait un travail excellent. On a des gens sur YouTube qui font des tutoriels, qui expliquent comment acheter ses premières crypto-monnaies, comment les sécuriser, comment ça fonctionne, qu'est-ce que la finance décentralisée. Aujourd'hui, on peut en une après-midi avoir des bases assez saines. Par contre, il faut quand même commencer par Bitcoin. C'est quoi, comment ça marche et pourquoi c'est une révolution? Pourquoi ce concept de décentralisé, il n'existait pas avant? En tout cas, pas comme ça. Pourquoi le réseau est transparent? On dit que Bitcoin est anonyme, pas du tout. Il est pseudonyme. Qu'est-ce que ça veut dire pseudonyme? C'est le fait qu'en fait, on ne puisse pas savoir qui est derrière une adresse, mais on peut tracer toutes les transactions. C'est juste qu'au lieu d'avoir Antoine sur la blockchain, j'ai 34, 27, 28, 96. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tout plein de petites notions. Est-ce que le Bitcoin est vraiment une aberration écologique? Non. Pourquoi?
comment ça marche, quels sont les gros consensus, parce que les blockchains ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Il y a le proof of work, mais il y a aussi le proof of stake. Ça paraît barbare, mais en une petite demi-heure sur chacun, on a la différence entre les deux. Non, il faut commencer à se faire un petit parcours. Et globalement, une bonne petite journée et on a une vraie vision globale de l'écosystème. Mais je pense que commencer par Bitcoin, c'est pas simplement commencer par le chemin le plus facile, c'est commencer par le commencement. Et c'est très, très important parce que ça permet… Il y a des gens qui me disent « Qu'est-ce que tu penses de cette crypto-monnaie-là? C'est pourri ou elle a des vraies valeurs ?» Je ne sais pas, mais si tu avais commencé par Bitcoin, tu arriveras à répondre en fait. Ouais, ça me fait penser d'ailleurs à un excellent documentaire, enfin que j'ai en tout cas trouvé excellent sur Arte, sur les origines, l'histoire Satoshi. Alors ça parlera à ceux qui ont déjà fait le premier pas vers Bitcoin, mais je le mettrai en lien dans notre newsletter parce que je l'ai trouvé très bon et il peut parler à absolument n'importe quel débutant en expliquant bien, je trouve, la philosophie qui a fait démarrer tout ça. De décentralisation, de sortir. Totalement d'accord. Non, le documentaire est incroyable. En plus, il est prenant. Il y a le petit côté mystère qu'on ressent tous dans les crypto-monnaies parce qu'on ne connaît pas son fondateur. Et d'ailleurs, on ne connaît pas son fondateur. Il a créé un truc énorme dont il n'a plus le contrôle aujourd'hui. Et pourtant, il ne s'est jamais manifesté. Donc, c'est une histoire de fou, en fait. C'est vraiment… Il y a également la petite histoire, la petite légende, le petit mythe qui va avec et qui rend tout ça très, très intéressant. Et qui confirme encore plus les valeurs du Bitcoin. Le fait qu'on n'ait pas connu son créateur, le mec est arrivé, il a dit voilà, regardez, je pose ça là, bonne journée. C'est pas vrai, il est intervenu un petit peu au début quand c'était compliqué, mais sinon, c'est incroyable. Ok, ouais, clairement, je le recommanderais. Très, très bon doc pour commencer. Et donc ça, c'est pour commencer. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pas faire quand on démarre? Parce que, donc évidemment, il y a tout un effet de ce qu'on appelle le FOMO, généralement, d'avoir peur de rater une opportunité. Mais des opportunités, il y en a 10 tous les jours. En fait, c'est ça. Le seul truc qu'il faut se rappeler, c'est que moi, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, c'est mes erreurs de débutant. Et j'explique des trucs qui m'ont coûté énormément d'argent parce que tu ne le sais pas et tu l'apprends. Donc, c'est simple. Soit vous apprenez de vos erreurs, et vous êtes déjà quelqu'un de très intelligent, soit vous apprenez des erreurs des autres. Et là, vous brûlez encore des étapes. Essayez d'apprendre des erreurs des autres. Essayez d'apprendre de ces erreurs-là qui sont présentes sur Internet. Des conseils de base. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que déjà le FOMO, c'est the fear of missing out, la peur de rater le train. Vous l'aviez hier, vous l'aurez aujourd'hui, vous l'aurez demain. Donc la seule chose que je peux vous promettre, c'est que si vous ratez une opportunité aujourd'hui, vous n'en aurez peut-être pas de la même façon demain, mais vous en aurez d'autres. Donc en réalité, ceux qui se précipitent se ratent. Clairement. Peut-être pas sur un coup, parce qu'on peut tous aller au casino, paniquer, tout mettre sur le 6 noir, et le 6 noir peut sortir. C'est vrai, ça existe. Mais en attendant, sur 1000 occurrences, vous allez quand même perdre dans 96% des cas, quoi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut le garder en tête. Le marché fonctionne bien. En ce moment, on est dans une phase où tout se valorise. Pas parce qu'on est compétent, mais c'est le marché qui est porteur. Il y a un moment où ce sera beaucoup plus compliqué. Le marché se cassera la figure très longtemps. Et on aura tous l'impression d'être nuls, alors que non, ce sont des phases de marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est se renseigner, prendre un petit peu de recul, ne jamais engager le moindre euro que vous n'êtes pas prêt à perdre et y aller étape par étape. Si vous avez un sentiment de panique, il faut y aller maintenant. Soit vous ne le faites pas, soit vous mettez vraiment un petit montant dérisoire pour profiter, pour vous amuser, pour vous dire que si vous perdez, c'est pas grave. Au moins, vous avez saisi l'opportunité. Mais n'allez pas mettre beaucoup d'un coup sur un sentiment de panique et vous le savez très bien quand vous auriez pas dû le faire. Vous savez très bien quand vous avez compris ce que vous faites ou vous le faites parce que votre cousin, votre ami, votre collègue vous a dit « Mais non, c'est un no-brainer, ne réfléchis pas, mets tout ici ». Vous avez le droit d'aller au casino, mais il faut avoir conscience quand on met un jeton sur un truc qu'on peut gagner et qu'on peut perdre. En tout cas, quand on ne sait pas de quoi on parle, quand on ne s'est pas renseigné et que c'est simplement pour saisir la tendance que l'on rentre, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de projets risqués qui n'ont jamais rien donné. Et on entend en fait très souvent parler de ces millionnaires crypto qui ont acheté au bon moment, qui ont vendu au bon moment, mais on oublie aussi tous ceux qui en fait ont perdu. Alors, puis après, si tu veux, tu as un truc qui est dur aussi, rien qu'au niveau des arnaques. C'est un domaine qui est très compliqué. Tu sais très bien que tu ne vas pas tout comprendre dès le début, donc dès que c'est complexe, tu peux vite abandonner. Donc, très bonne excuse. Et en plus de ça, tu sais qu'il y a plein de gens qui ont gagné beaucoup d'argent sans rien faire. C'est l'endroit parfait pour mettre une arnaque. Moi, je suis quelqu'un qui crée des arnaques. J'entends parler d'un écosystème qui réunit ces 3 points. Je me dis, mais c'est là qu'il faut que je mette envoyer un bitcoin, je vous renverrai le double sans rien faire dans 2 heures. Toi, tu arrives, tu te dis, mais c'est impossible de gagner de l'argent aussi rapidement sans rien faire. Oui, mais je connais quelqu'un qui l'a déjà fait. Je sais que c'est compliqué, donc c'est normal que je ne comprenne pas. Ils m'ont dit métavers, DeFi et tout, donc normal que je ne comprenne pas.
bah let's go, je vais envoyer de l'argent. Non, 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 c'est pas parce qu'il y a marqué Bitcoin égale argent. Ça n'arrive Ouais. pas d'envoyer de l'argent et d'en recevoir le double sans rien faire. Ou alors vous m'expliquez comment, parce que j'ai toujours pas trouvé. Donc ça n'existe pas, et donc faut avoir les mêmes repères. L'argent rapide existe, mais toujours pas l'argent facile. Faut pas tomber dans le panneau. Et donc si vous pouvez gagner beaucoup, c'est simplement car vous pouvez perdre beaucoup. Point barre. Exactement. Très bonne analyse. Ok, donc top d'avoir fait un peu le point là-dessus. Donc voilà, qu'il est évidemment important de bien s'entourer là-dessus, de bien se renseigner sur tous les acteurs qui on souhaite un peu faire appel pour tout ça. J'aimerais qu'on revienne un peu maintenant sur l'actu 2021 des cryptos. Donc cette année qui se termine, qui a été, je pense, très très riche en nouveaux projets, en news assez dingue. On voit certaines entreprises, je vais prendre l'exemple de crypto.com, qui investissent massivement dans le monde réel, par exemple dans le sport, qui est une industrie qui a l'air de bien accrocher avec tout ce monde-là. Il y a aussi un autre exemple, la levée de fonds de Sora en France. Je ne sais pas si tu voudras peut-être en parler un peu plus, parce que tu connais sûrement le projet. Et de ton point de vue, en 2021, qu'est-ce qui a été vraiment la grosse news, le projet qui est sorti du lot, si on parle de blockchain ou de crypto? Alors, news et projet, c'est pas la même chose. Moi, je dirais que d'un point de vue technologique, on a un combat qui est intéressant à étudier, c'est le combat des blockchains d'infrastructure. Bon, Bitcoin, c'est les valeurs qu'il porte et il tient le marché, c'est la colonne vertébrale de tout ça. Mais là, on est en train d'essayer de définir la technologie qui sera la plus utilisée. Comme dans les concessions de voitures, si toi, demain, Antoine, je me permets de donner un exemple totalement faux, tu décides de créer ta marque de voiture, tu vas peut-être pas concevoir tes propres moteurs. Peut-être tu as envie de créer une marque de voiture, peut-être tu as plein d'idées, carénage, fonctionnement, les freins, les vitres, peu importe. Mais tu vas peut-être contacter Mercedes et dire, écoutez, vous n'avez pas des moteurs, moi je me baserais bien. Enfin, ton job, c'est pas à la fois d'inventer les pneus, à la fois d'inventer le moteur, à la fois d'inventer le carénage. Chacun a sa compétence. Eh bien, c'est pareil dans la blockchain. Si aujourd'hui vous voulez créer une crypto-monnaie, il y a des gens qui vont se tourner vers Ether, des gens qui vont se tourner vers Elrond, vers Solana, vers ce que l'on appelle des blockchains d'infrastructure. C'est-à-dire que tu ne vas pas réinventer la blockchain à chaque fois, tu vas utiliser une blockchain qui existe déjà pour créer ton jeton dessus et pour utiliser toutes les fonctionnalités que permet cette infrastructure. Et donc là, il y a un gros conflit. Cette année, on a vu, alors ce n'est pas un conflit, pour moi c'est de la concurrence saine qui va nous permettre de faire des tests, de se casser la figure, d'améliorer jusqu'à trouver les 2-3 technologies les plus utilisées qui vont devenir les standards de notre écosystème. Et là-dedans, je peux te citer, on a naturellement Ether, qui est l'une des plus grosses, mais qui est en train de passer dans une phase plus scalable. La Binance Smart Chain, la BSC. On a Solana, Cardano, qui fait beaucoup de promesses, mais qui est également dans cette course. On a Avalanche qui propose ça. On a Polkadot qui propose ça. On a la blockchain Polygon. On en a vraiment beaucoup, si tu veux. On a également Elrond, on a également Algorand, on a également tout ce qui est Tendermint, donc Cosmos. C'est plein d'écosystèmes différents qui ne sont pas simplement un projet. C'est un projet qui propose des fondements, un moteur technique que d'autres projets vont utiliser. Ça, c'est vraiment la grosse news et la montée en puissance des 12 derniers mois, c'est vraiment ces projets-là. Je ne saurais même pas te dire à quel point ils ont pris de la valeur. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'était pas d'être capable de dire « oui, ma voiture elle est plus belle que la tienne ». Non, aujourd'hui, on est en train de se battre en disant « bon, on utilise quoi comme moteur ? Des moteurs à essence, des moteurs à eau, des moteurs électriques ?» Et c'est celui qui proposera le moteur le plus efficace qui sera utilisé par tout le monde. Après, on se battra pour savoir, elles sont mieux les voitures blanches, les voitures rouges, c'est rapide, c'est lent, c'est sécurisé. Mais d'abord, on est sur ça, l'infrastructure, sachant que ces gens-là essayent de se battre sur 3 piliers en général. La rapidité, donc la scalabilité de ton réseau. Si tu fais des transactions qui mettent 4 heures à arriver, ça n'intéresse personne. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la scalabilité, le changement d'échelle, être capable vraiment de faire une techno à l'échelle du monde. À côté de ça, on a la sécurité. C'est bien beau d'être super rapide, mais si elle s'arrête toutes les 2 minutes et qu'elle marche un jour sur 2, ça ne sert à rien. Et pour finir, on a la décentralisation. C'est bien beau d'être super rapide et sécurisé, mais si c'est 3 bonhommes qui tirent les ficelles et qui choisissent comment ça marche, en fait, on l'a déjà. Les monnaies traditionnelles existent déjà. Ça reste centralisé, ouais. Et donc, c'est ça, en fait, le combat de ces infrastructures. Ça, c'est le gros combat et les grosses créations technologiques qu'il faut suivre. Parce que c'est là que la valeur est en train de se créer à l'instant T. Après, on a évidemment les NFT, qui est un nouveau domaine où il y a du coup des artistes qui commencent à venir, donc ça a cassé un petit peu. Tu sais, là, quel que soit ton langage, quelle que soit ton origine, quelle que soit ton appétence à la technologie, tu vas t'intéresser naturellement aux NFT parce que tu as un artiste qui connaît, qui en a proposé. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui a accéléré tout ça. Et la finance décentralisée, parce que dans l'usage, ça promet des choses intéressantes. C'est les 3 gros domaines à regarder.
Et d'un autre côté, les grosses actus qu'il y a eu cette année, je dirais l'institutionnalisation, décidément. Ce sont les grandes entreprises, la régulation, les institutions financières, des Visa, des Mastercard, des Facebook qui se tournent vers le métaverse, des géants qui s'intéressent à cet écosystème maintenant qu'il est cadré. Et de l'autre côté, des pays comme le Salvador qui ont fait de Bitcoin leur monnaie officielle. C'est vrai. Donc, il y a des grosses actus qui ne sont pas forcément des projets et qui pourtant ont vraiment tout accéléré cette année. C'est ça. Ouais, ça a clairement montré qu'il y avait aujourd'hui un impact, je pense, dans la vie réelle qu'on n'imaginait pas encore il y a 2-3 ans. Et ouais, c'est sûr que ça a poussé beaucoup de monde vraiment à s'y intéresser. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un se dit, bon, j'ai un petit peu d'épargne, il faut que j'aille un peu dans les cryptos. Voilà, des gens qui ont déjà sûrement investi dans des choses beaucoup plus classiques, de l'immobilier, des ETF, je sais pas, des plans épargne retraite plus pour de l'épargne, mais qui ont toujours envie de rester un peu dans une gestion bon père de famille. Ça peut paraître assez compliqué quand on regarde les cryptos un peu de loin, en voyant que tous les jours ça bouge, que certaines cryptos vont faire moins 20%, plus 40% le lendemain, moins 30% le jour d'après. Je schématise, mais parfois ça arrive. Ce serait quoi aujourd'hui là où les solutions pour quelqu'un qui a une certaine somme de capital, qui ne veut pas prendre trop de risques, mais qui veut quand même s'exposer sur toutes ces nouvelles technologies? Alors, il y a beaucoup de solutions. Énormément. Tu vois, c'est comme dire quelqu'un qui a un profil un petit peu, quelle action lui correspond? Il y en a des bonnes réponses. Alors, déjà, il y a 2 types d'investissements et 2 types de risques dans la blockchain. Celui du risque de la volatilité. On achète une crypto qui peut prendre ou perdre de la valeur très rapidement. Et du coup, ça, c'est le risque qu'on prend. Même là, on peut investir de façon raisonnable. Il y a par exemple le DCA Bitcoin. Tous les mois, quelqu'un va mettre 50 ou 100 euros sur le Bitcoin sans regarder son prix et va viser 3-4 ans. Bitcoin sur 2 jours, c'est aléatoire, c'est du pile ou face. Bitcoin sur 4 ans, c'est un pari que moi je prends, par exemple. Tu vois? Parce que plus on va sur une longue échelle de temps, c'est un peu comme dire allez, tu as un site internet qui apparaît 3 jours après la création d'Internet. Est-ce que c'est le Google de demain? J'en sais rien, c'est du pile ou face. Par contre, est-ce que tu vas pouvoir miser et investir dans la technologie d'Internet et parier que sur 30 ans, ça va devenir quelque chose de sérieux? Le pari était bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien ça qu'il faut avoir. Donc, même là, il y a le côté spéculation. Mais si on ne veut pas prendre de risques, on peut simplement investir une petite quantité sur 2-3 gros projets tous les mois de façon récurrente et se construire un portefeuille sur le long terme. Mais il y a également un moyen de s'enlever le risque de volatilité. Donc, il y a d'autres risques, mais pas le risque du ça prend ou ça perd de la valeur, parce qu'il y a des stablecoins, des crypto-monnaies adossées à l'euro, au dollar. Alors, quand tu as 100 cryptos qui valent $1 pièce, tu as $100, quoi. Alors oui, le dollar, il bouge, surtout en ce moment, avec l'inflation et tout ça. Mais en attendant, on peut très bien, du coup, investir dans des cryptos stables et ces cryptos stables, les apporter en liquidity providing, c'est-à-dire en apporteur de liquidité. Comme la DeFi, c'est un écosystème comme un autre, il a besoin d'argent, de financement pour se développer. Et en ce moment, il y a tellement de demandes qu'on arrive à prêter ces stablecoins à aller entre 10 à 15% d'intérêt par an. Et avec des risques, entre guillemets, maîtrisés. Il y a des risques technologiques, il peut y avoir des bugs, mais il faut se tourner vers des entreprises qui connaissent. Naturellement, moi, je pense à la mienne, à l'entreprise Just Mining, évidemment, qui propose ces services-là. Et nous, on a une approche où, par exemple, on va chercher 15% de rendement sur des produits stables. Sur ces 15%, on va prendre 3% pour s'assurer, pour prendre des assurances décentralisées. On va ensuite répartir sur différents stablecoins, et ces stablecoins dans différents algorithmes et protocoles pour donner, alors on sort 11% de rendement net après assurance. Just Mining conserve 1% et verse 10% par an d'intérêt à ses clients, en fait. Et du coup, on est presque à 1% par mois d'intérêt sur un produit. Ok, donc ouais, effectivement, un investissement quasiment assuré à 10% par an, on n'en trouve pas non plus partout. Et donc, je dirais, pour accéder à ça, c'est un peu comme, est-ce que ça ressemble à acheter une action ou c'est quasiment devenu aussi simple? Alors, en somme, oui. En somme, oui, parce qu'il y a de plus en plus de solutions qui arrivent, qui veulent capter le marché et son intérêt grandissant, et donc qui commencent à ouvrir un côté très mainstream, très simple. Globalement, on arrive sur des plateformes, quand elles sont régulées, pièces d'identité, justificatif de domicile, on va mettre de l'argent, rappel des risques, et globalement, on va pouvoir
Très simplement, aller sur un site, acheter par virement bancaire, par carte bleue, voire même quand on a déjà ses cryptos, les déposer pour acheter. Donc l'onboarding, en fait, si tu veux, la création de compte, on va t'embêter pour que tu mettes en plus de ton mot de passe un code supplémentaire de sécurité, ben ouais, parce que c'est de l'argent. Donc c'est vraiment la mise en place de l'outil qui va être un petit peu plus complexe. Par contre, la plupart des gens qui trouvaient ça barbare, quand ils ont compris le processus, c'est comme aller sur Boursorama ou Bourse Direct, quoi. Enfin, globalement, quand on ne connaît pas, ben on arrive, on a un carnet d'ordre, des achats, achats au marché, achats limite. Ça, c'est une technologie, le stacking, le lending, ça paraît barbare. Au bout d'une semaine, on arrive, on sait ce qu'on fait, on sait comment ça marche. Il faut juste avoir envie de s'y intéresser, finalement, être un peu curieux. Et comme on dit dans la crypto-monnaie, do your own research. Vous devez faire vos propres recherches parce que sinon, personne ne le fera pour vous, en tout cas au départ. Ok, très clair. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous nos sujets. Est-ce que alors j'ai peut-être une dernière question, si tu as le temps. Ça concerne cette fois donc une thématique qui évidemment nous chez Tac nous intéresse beaucoup, c'est la fiscalité des cryptos. Alors on va pas rentrer dans des détails techniques, on va pas forcément parler de calcul. Mais, en une ligne, c'est quoi la fiscalité? La fiscalité des cryptos, est-ce que oui, parce que toi, pour le coup, bon, voilà, tu as déjà déclaré des plus-values crypto. Comment est-ce que tu le résumerais aujourd'hui en France? En une ligne, il y a plein de produits, on ne sait pas si c'est du trading, pas du trading, de la DeFi. Donc 99% des cas, c'est la flat tax. Quand vous faites des gains en perso, sans que ce soit votre activité professionnelle, sans que vous ayez des outils professionnels, sinon là, vous pourrez être requalifié aux bénéfices non commerciaux, hein, ou devoir monter une entreprise. En attendant, sur de la plus-value d'un particulier qui investit dans cet écosystème, ça va être 30% de vos plus-values. À la petite différence que normalement en bourse, on peut déduire ses moins-values et on va payer de l'impôt sur ces plus-values quand on en a fait. Dans la crypto, si vous avez de la plus-value, vous payez vos 30%. Si vous avez de la moins-value, ben, tant pis pour vous. En gros, c'est la situation. Mais ça avance très très vite, c'est encore en train de se définir, donc ça changera. Tous les ans sur ma chaîne, j'écris la fiscalité des crypto-monnaies en 2020, 2021, 2022 et je reprends la base de l'année d'avant en apportant des suppléments, des mises à jour, des précisions. Ok, donc on aura bientôt le droit à la vidéo fiscalité crypto 2022. C'est ça. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre un petit peu. Donc voilà, cette vidéo arrivera dans les prochains jours dans notre newsletter. J'espère que ça plaira à tout le monde, qu'on aura apporté des réponses à ceux qui se posaient pas mal de questions sur les cryptos. On a dit beaucoup de choses, mais au moins, on a creusé certains points. Donc voilà, on est ravis d'avoir pu t'avoir aujourd'hui. Un plaisir, Antoine. Et bah, écoute, peut-être à une prochaine. Et on attend ta vidéo sur la fiscalité 2022. Merci beaucoup. On suivra ça de beaucoup. près. Un Merci plaisir. à toi. Ciao. Salut.